Donc, bonjour à tous, hein, pour ceux à qui je n'ai pas dit bonjour. Je suis Gilles Véron. Je travaille chez Syndex depuis un peu plus de 20 ans et je fais partie du pôle du groupe licenciement et restructuration. Groupe support licenciement et restructuration, et je suis accompagné de Pierre. Voilà, donc Pierre, moi je fais également partie avec Gilles du groupe support spécialisé sur les restructurations, et je suis à Syndex depuis une quinzaine d'années. Avec Pierre, on a pris le parti pris de faire un webinaire basé sur l'échange. Donc ça sera avant tout vos questions et les échanges qu'on pourra avoir entre nous, hein, qui vont enrichir ce webinaire. Alors, avant, pour vous échauffer un peu, on va faire une petite introduction, mais ça va être qu'une introduction. Il n'y aura pas une présentation de transparent. On va contextualiser tous ces éléments concernant les restructurations, mais pendant 5 minutes. Hein, et puis après, on est là pour répondre à vos questions. Premier point, pour moi, qui me semble important, et Pierre, il complétera, il n'y a pas de problème. Premier point, c'est toutes les entreprises ont rencontré la crise économique en 2020 et qui se poursuit en 2021. Pas une entreprise est passée à travers. Moi, personnellement, je suis intervenu dans des entreprises en très bonne santé, mais même les entreprises qui traversent la crise de manière plutôt satisfaisante ont connu une baisse du chiffre d'affaires. Et selon les secteurs après, cette crise a plus ou moins d'impact. Mais en tous les cas, toutes sont confrontées à la crise. Et à minima, on fait du chômage partiel, hein, même de manière symbolique ou de manière très importante. Ça, c'est le premier point. On est dans une crise, il y a de l'incertitude et il y a des choses qui bougent. Deuxième point, cette crise, effectivement, je l'ai dit un petit peu, elle touche pas de manière identique toutes les entreprises selon les secteurs. Il y a des secteurs qui sont très impactés, vous les connaissez comme nous. Alors, les secteurs tels que l'aéronautique, hein, la restauration, vous voyez, même aujourd'hui, le business, l'industrie des loisirs et de la montagne, par exemple, aujourd'hui est très touchée. Et puis, il y en a d'autres, effectivement, si on fabrique aujourd'hui des vaccins et qu'on le trouve, c'est plutôt porteur. Il n'y en a pas beaucoup là. Qu'on fabrique des masques, etc., ou qu'on soit dans l'agroalimentaire, selon les secteurs, on traverse plus ou moins bien cette crise. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, la crise n'est pas la même selon la santé de l'entreprise. C'est-à-dire que si on est dans une entreprise en très bonne santé, on peut faire face à des aléas. Très bonne santé, ça veut dire quoi? Ça veut dire une entreprise profitable, une entreprise avec une structure financière solide. Structure financière solide, c'est quoi? C'est une entreprise qui a de la trésorerie, pas beaucoup d'endettement. Donc, elle va être capable de passer des hauts et des bas. Mais en tous les cas, quand une entreprise était un petit peu malade avant la crise a joué le rôle de révélateur et d'accélérateur des difficultés. On peut prendre l'image des personnes faibles, plutôt âgées dans la crise sanitaire actuelle. Effectivement, si elles rencontrent le virus, eh ben, elles vont avoir des difficultés, elles vont avoir plus de difficultés. C'est pareil pour une entreprise qui est un organisme vivant. S'il est faible avant la crise économique, avant la crise sanitaire, il y a des entreprises qui ont déposé le bilan, il y en a qui ont disparu. Qui vont déposer le bilan. Qui vont déposer le bilan. Mais avant, il y en a qui ont déposé le bilan même dès la première, en mars, avril, mai, quoi, hein, qui n'ont pas pu passer le cap. Hein. D'accord? Donc, la santé, les caractéristiques de l'entreprise avant la crise sont déterminantes. À partir de là, un certain nombre d'entreprises ont choisi des outils. On choisit des outils pour passer cette crise et pour faire face à cette incertitude. Et c'est de ça dont on va vous parler aujourd'hui. Avec Pierre, là on a un petit schéma devant nous, vous ne le voyez pas, mais on a distingué, il y a des outils très différents. Et ça, c'est important que vous l'ayez en tête. Il y a d'un côté tout ce qui va concerner le chômage partiel, accord APLD et accord de performance collective, où on essaye, où on sauvegarde l'emploi, et les autres possibilités où éventuellement on va supprimer des emplois pour faire face à une baisse d'activité à travers rupture conventionnelle, plan de départ volontaire,
ou à l'extrême, plan de sauvegarde de l'emploi. Voilà, c'était un petit peu face à cette crise, à la baisse de l'activité, à cette incertitude. Il y a des outils aujourd'hui qui sont proposés dans le Code du travail, plus ou moins très différents, mais qui existent et qui peuvent éviter des solutions trop dramatiques au niveau social. Est-ce que Pierre, tu veux rajouter quelque chose? Peut-être au fur et à mesure des questions, des points qui seront soulevés. Est-ce que là, en l'état, vous avez des questions ou Oui, justement, qu'est-ce qui détermine les choix, les différents choix qui peuvent y avoir, le choix de préserver vraiment l'emploi ou bien de faire des suppressions? C'est quoi qui va déterminer le choix de ces outils pour les entreprises? Alors, le choix de ces outils, il y a déjà une dimension, j'allais dire, un peu, c'est un peu schématique, mais ça permet un peu de se repérer dans justement l'éventail des outils qui existent. C'est qu'il y a des difficultés qui peuvent être d'une certaine manière structurelles ou d'autres qui peuvent être plutôt conjoncturelles. C'est-à-dire, tout ce qui est conjoncturel sera plutôt de nature finalement à pousser l'entreprise à s'orienter vers des solutions, vers des mécanismes comme l'APLD ou l'APC, qui sont des mécanismes qui ne visent pas à supprimer des emplois, mais juste à faire face à une difficulté, j'allais dire, passagère, entre guillemets. Alors évidemment, le passagère, il y a passagère et passagère. C'est-à-dire qu'il y a certains secteurs d'activité où les difficultés sont conjoncturelles, mais avec, entre guillemets, des perspectives qui peuvent être plus ou moins claires à une échéance tenable. Évidemment, lorsqu'on est face à des difficultés conjoncturelles qui sont susceptibles d'amener de durer, là, on s'oriente vers d'autres mécanismes. Et vous voyez, il y a vraiment cette distinction à faire entre situations conjoncturelles, passagères, qui peuvent autoriser des solutions, j'allais dire, qui préservent l'emploi, hein, puisque l'APLD et l'APC sont des dispositifs qui cherchent à préserver l'emploi. Et puis d'autres mécanismes qui, si jamais effectivement la situation est plus structurelle ou sinon est conjoncturelle, mais avec une conjoncture tellement appelée à durer qu'elle pose des vrais problèmes pour la pérennité de l'entreprise, auquel cas, c'est d'autres dispositifs qui peuvent être mis en œuvre. La RCC, hein, la rupture conventionnelle collective, ou le PDV, autonome, au sens où c'est un PSE, mais un PSE qui n'est basé que sur le volontariat. Et puis, dernier mécanisme, qui est le PSE, qui peut inclure des mécanismes de volontariat, mais qui inclut également des départs contraints. Et là, on est avec la RCC, le PDV autonome ou le PSE, on est dans des mécanismes qui visent à supprimer des emplois. Donc, plus à faire face à des difficultés qui sont plus structurelles. Évidemment, c'est ce que disait aussi Gilles, hein, c'est qu'on a aussi des situations qui peuvent être très différentes selon les entreprises, selon leur, entre guillemets, solidité, structure financière, situation plus ou moins saine sur le plan financier, et puis également sur le plan des actionnaires, avec un actionnariat plus ou moins stable et avec une volonté de privilégier un développement de l'entreprise, j'allais dire, sur le moyen terme, ou des visions beaucoup plus agressives en termes d'actionnariat. Alors, je vais compléter la réponse et puis on laissera la place à une autre question très intéressante, mais Pierre a tout dit. Je vais le dire un petit peu autrement. Qu'est-ce qui fait qu'on utilise ou pas ces outils? En fin de compte, déjà, comme l'a dit Pierre, c'est la situation d'entreprise. Des fois, ça s'impose à tout le monde. Hein. Lorsqu'une entreprise est en difficulté, elle dépose le bilan, elle va faire un plan social, elle va supprimer plus de la moitié des effectifs. Là, il n'y aura pas de question. La deuxième, il y a des choses plus subtiles après. C'est, comme l'a dit Pierre un peu, c'est la connaissance de ces outils. Aujourd'hui, ça c'est moi c'est mon avis aujourd'hui, mais ces outils assez nouveaux, qui d'ailleurs, si on parle de l'accord de performance collective, la rupture conventionnelle collective, on peut dire ils n'ont pas une bonne image globalement, ils n'ont pas une bonne image côté représentant des salariés, côté syndical, et ils n'ont pas forcément une bonne image côté direction. Et on fait toujours ce qu'on sait faire. Et alors, donc, si on a
trop d'effectifs, et ben, on va le traiter par un PSE qui est la situation la plus dure pour traiter des sureffectifs. Hein, d'accord, mais on n'utilise pas forcément tous ces outils, ces nouveaux outils disponibles. Et la troisième étape, et puis je te laisserai parce que je vois que tu peux parler, la troisième étape, Pierre en a dit un mot, c'est il y a une question d'ordre politique, c'est-à-dire est-ce que j'utilise la crise économique comme, alors c'est rare, mais ça existe un peu, comme alibi pour faire une réorganisation. J'avais pensé à une réorganisation, je n'avais pas forcément le motif économique, on pourra revenir sur cette variable-là si vous voulez bien. Et ben, la crise économique, la crise sanitaire est une opportunité pour engager une réorganisation. Hein, moi, je travaille aujourd'hui dans une entreprise, ils ferment un site, je pense qu'ils auraient eu plus de difficultés à fermer, à l'expliquer dans une période hors crise sanitaire. Et là, on peut dire que c'est un effet d'opportunité. Alors, je ne dis pas que c'est tous les PSE qui sont comme ça, hein, tous les plans sociaux, mais donc là, par exemple, on remonte en disant, attendez, il y a d'autres solutions. La première des solutions, tu veux dire un truc ? Oui, la première des solutions est celle qu'il ne faut pas perdre dès l'instant où on dit réorganisation, réfléchie, etc., c'est l'APLD, l'accord partiel longue durée. Si je fais simple, l'APLD, c'est une sorte de PSE temporaire financé par l'État, c'est-à-dire par nous tous, hein, pour maintenir l'emploi et les savoir-faire pendant une période d'incertitude. Et ça, il faut que vous l'ayez bien en tête et que ça soit bien clair. À mon avis, ça, moi, dès que je vois une équipe, je parle de ça, et vous n'avez aucun risque pratiquement à signer un accord d'APLD, mais on peut en discuter ensemble. Je me tais, je laisse la place aux questions. Alors, il y a deux questions en chat. Celle de Zouer qui évoque sa société, qui dit en 2020, 59 démissions, 60 ruptures conventionnelles, principalement des seniors. On sent bien un PSE déguisé. Comment peut-on gérer cette situation pour obliger l'employeur à composer avec les syndicats ? Okay. Alors ça, c'est la situation la plus dramatique. Comment faire un PSE comment éviter de faire un PSE ben, la situation la plus dure pour les salariés, c'est d'aller négocier des ruptures conventionnelles individuelles, c'est d'aller faire pression à titre personnel sur les salariés pour qu'ils démissionnent. Et là, on passe en dessous de tous les radars. D'accord ? Là, c'est de l'individuel et on fait pression. Et ben, là, il faut, tu corrigeras Pierre, c'est plus une vision juridique, mais une rupture conventionnelle, il faut essayer juridiquement de faire reconnaître toutes ces ruptures conventionnelles individuelles. En fin de compte, les gens ne sont pas remplacés comme des licenciements économiques. En fin de compte, c'est ça l'idée. Hein, ça, c'est le premier moyen, mais c'est le plus déplorable, celui-là, si vous voulez. On va chercher les individus un par un, hein, d'accord ? Le deuxième moyen pour éviter un PSE, c'est je fais des petits licenciements, des moins de 10. À la limite, je peux en faire plusieurs. Ouais. Je connais une entreprise, ils en font plusieurs. Et après, on passe au PSE. Mais en règle générale, les entreprises essayent d'éviter, certaines du moins, le PSE quoi, par des mesures. Et là, on détourne. Là, effectivement, là, on est dans le rouge. Pierre, tu veux dire quelque chose ? Ce qui est très difficile aussi, c'est le contexte sanitaire là, qui est celui actuel, hein, où il y a quand même beaucoup d'isolement pour les salariés, beaucoup de difficultés aussi pour les organisations syndicales pour mobiliser. Et là, c'est très clairement une difficulté conjoncturelle voilà, qui impose des nouveaux outils, des nouvelles méthodes pour arriver à mobiliser et rompre l'isolement des salariés. Et isolement qui est propice finalement à ces démarches qui étaient évoquées là dans cette question, hein, ces démarches où finalement on aborde individuellement les salariés pour les pousser à soit des démissions, soit des ruptures conventionnelles individuelles. Là, on est dans des démarches déviantes. Hein. Enfin, on peut les qualifier de déviantes. Donc la réponse, elle est juridique. Hein, c'est le CSE qui doit se positionner, qui doit montrer ces comportements-là hein, dans les PV de CE, il faut demander l'ensemble des ruptures, etc. Aller voir l'inspecteur du travail, aller voir la directe, et éventuellement se faire aider d'un avocat pour essayer de bloquer ça juridiquement. Il y a déjà une jurisprudence, il me semble, qui requalifie. Oui, il y a eu, enfin, il y a malheureusement
pas mal de jurisprudence, effectivement, pour requalifier ce type de départ, j'allais dire en chapelet ou en salami, selon la désignation qu'on emploie. Mais oui, non, il y a une jurisprudence assez abondante là-dessus. D'accord. Il y a Pascal en chat qui demande: Syndex peut-il accompagner le salarié, par le biais ou pas du CSE, dans une proposition de rupture conventionnelle lors d'une rupture individuelle? Alors, non, à vrai dire, Syndex peut accompagner évidemment les CSE, peut accompagner les organisations syndicales, j'allais dire au sens où ce sont des instances collectives, mais il ne fait pas d'accompagnement individuel. Après, évidemment, on est en contact avec beaucoup de cabinets d'avocats spécialisés et on peut toujours proposer différents cabinets qu'on connaît ou on a l'habitude de travailler avec des gens sérieux qui font ce type d'accompagnement individuel. Alors, Pascal demande du coup, est-ce qu'il faut donc orienter le salarié vers l'avocat? Oui. Oui. Voilà. Je n'ai plus de questions dans le chat. Je propose aux participants d'allumer leur micro s'ils le souhaitent et de poser leurs questions directement. Moi, j'aurais voulu savoir, est-ce qu'une entreprise peut faire 2 PSE à suivre? Alors, qui parle? C'est Arranger Catherine. C'est Catherine Maranger. D'accord. Ouais, et du coup, je fais partie du groupe Avril. Et je ne sais pas si vous avez vu dans la presse, là, chez Matine, il y a déjà eu un PSE en début d'année, là. Et du coup, l'année dernière, je veux dire. Et du coup, là, on a appris ça vendredi, il y aura encore un PSE de 48 salariés. Okay. Et on vient d'en finir un. Ok, moi je vais faire une réponse très courte et puis Pierre complétera parce que oui, moi je dis oui. Je suis d'accord avec Gilles, nous sommes d'accord. Oui, on peut faire, bien sûr, ouais, on peut faire des PSE les uns à la suite des autres. Ouais. Il suffit de les faire bien juridiquement corrects, respecter l'information consultation, etc. Enfin, tout ce qu'on connaît dans les PSE, toutes les règles des PSE. Rien ne l'interdit. Ouais. Rien n'interdit. Alors, oui, d'accord. Rien n'interdit. On a Cécile. Juste pour compléter la réponse, ce qui serait interdit, par exemple, ce serait de faire une ERCC et immédiatement dans la foulée de faire, ou juste une petite précision, la RCC est basée uniquement sur le volontariat, donc on pourrait imaginer que dans l'éventualité où le volontariat a été insuffisamment suivi, ait reçu insuffisamment d'écho, une entreprise décide derrière d'engager un PSE, donc une formule, j'allais dire, contraignante pour des départs contraints. Normalement, l'accord de RCC prévoit un délai durant lequel il n'y a pas de PSE qui soit mis en œuvre. Donc là, typiquement, si jamais une société ne respectait pas le délai qui avait été inscrit dans la RCC et considérait que le nombre de départs volontaires est insuffisant et mettait en œuvre un PSE, là, il y aurait un levier juridique et évidemment, ce serait interdit et contestable devant des tribunaux. Mais 2 PSE qui se suivent, non, rien n'interdit. Il y avait une question en chat de Virginie, on va prendre celle de Cécile après, mais parce qu'elle fait le lien avec la question de Zouer tout à l'heure, elle demande à partir de combien et sur quelle durée on peut considérer que les ruptures conventionnelles individuelles sont un PSE déguisé. Tu compléteras, Pierre, la réponse est très juridique. Moi, j'allais dire à partir de 10. Hein. Dès l'instant où on dépasse 10, rupture conventionnelle individuelle, mais comment on peut là je réfléchis un peu à voix haute, comment on peut dire que c'est un licenciement économique? C'est quand la rupture conventionnelle individuelle, la personne n'est pas remplacée, en fin de compte, son poste est supprimé. Il n'y a pas de nouvelles embauches. Quand tu dis 10, c'est 10 par mois? Non, je dirais 10. Ça peut être 10 par mois, mais je crois que c'est 10 sur une durée de 3 mois, le seuil qui existe, c'est juridique. Pour
pour requalifier finalement des licenciements économiques qui seraient intervenus en dehors du cadre obligatoire de l'établissement d'un PSE, c'est plus de 10 pendant 3 mois. Ouais, ce que je vois à travers vos questions, c'est qu'en fin de compte, là, les directions contournent tous les outils à leur disposition, contournent le PSE, qui est l'outil, l'outil le plus connu, et ils essayent de détourner. Il y a d'autres éléments, comme on vous a présenté tout à l'heure, il y a d'autres possibilités. Néanmoins, les autres possibilités, que ce soit la PLD ou l'accord de performance collective, nécessitent du dialogue social. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de dialogue social. Là. Je décide, je fais et je mets en œuvre de manière excessive ou de manière pas légale, on va dire, on détourne. Déloyale. C'est vrai que ces nouveaux outils proposés par le Code du travail s'appuient, entre guillemets, sur ce qu'on appelle le dialogue social, c'est-à-dire on partage de l'information, on se concerte, on négocie. Et c'est vrai que bien souvent, on n'a pas forcément l'habitude de faire ça. On a une question de Cécile en chat qui dit « Je travaille pour une entreprise aéronautique. Nous sommes en cours de négociation APC. Nous prévoyons une perte de trésorerie d'1 million sur 2021. Les dirigeants nous demandent encore de faire des efforts alors que beaucoup de choses ont déjà été faites. Chômage partiel, primes coupées, départ non remplacé, intérimaires tout supprimés, cantines fermées. Que faire ?» Ouais. Alors là, le premier point, c'est est-ce que déjà vous avez signé un accord d'APLD qui va permettre sur une période de 3 ans, 36 mois, pendant 24 mois sur ces 36 mois, mais de baisser la masse salariale éventuellement jusqu'à 40%, financée en quasi-totalité par l'État, ça peut monter jusqu'à 50%, donc c'est le premier point. Est-ce qu'il y a eu un accord d'APLD? Alors justement, pour y répondre, Cécile me pose une autre question. D'ailleurs, elle dit « Nous sommes sous contrat 38 heures et demie par semaine. Est-ce que l'APLD indemnise les heures supplémentaires ou seulement les 35 heures? Actuellement, le chômage partiel prend en compte nos heures supplémentaires. » C'est la question dans la question. Ouais, c'est une bonne question. Quel est le niveau d'indemnisation de l'APC l'APLD, pardon. L'APLD. Il faudra chercher, je ne sais pas si c'est comme dans la moyenne des 12 derniers mois quel est en fin de compte, c'est la question du salaire de référence dans le calcul de l'APLD. Ouais, ça c'est relativement normalement on devrait le savoir. Je peux pas, moi je peux pas répondre précisément. Mais il est possible. Car on enverra un mail à Cécile après, je pense. Oui, le salaire de référence dans le calcul de la PLD. Mais pour répondre à Cécile, oui, c'est d'abord la PLD, ensuite l'accord de performance collective, pour faire simple, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est on va renier sur un certain nombre, je vais dire un mot sur un certain nombre d'acquis, entre guillemets. Alors, selon les entreprises, il y a des acquis ou pas. Il y en a où on ne pourra rien renier, il n'y en a pas. Ensuite, il y a certaines entreprises, on peut renier. Alors, ça va être quoi? Ça va être... on supprime la moitié de l'intéressement, éventuellement on supprime des jours à RTT. On va pas encourager quand même d'aller dans le dur en baissant les salaires, même si c'est souvent dit comme ça. Je pense que ça ne peut pas se faire, quoi. Donc ça, c'est pas efficient. Mais on va renier un certain nombre d'accords. Alors, Cécile nous parle aussi de baisse de trésorerie. Je ne veux pas trop rentrer dans le détail, mais la trésorerie, quelle est l'influence sur la rentabilité? On pourrait dire comme ça. Est-ce que l'entreprise reste rentable ou pas? À mon avis, faut voir. Et ensuite, la trésorerie, là, c'est la notion d'entreprise en difficulté. S'il manquait de la trésorerie, je suis en difficulté. Est-ce qu'elle appartient à un groupe ou pas? Aujourd'hui, l'État, quand même, soutient les entreprises à travers des prêts garantis par l'État. Au final, il n'y a pas, étonnamment, il n'y a pas tant de dépôts de bilan que ça aujourd'hui. C'est vraiment les entreprises les plus faibles qui ont déposé le bilan. Mais bonjour. Aujourd'hui, c'est Cécile, du coup, juste pour clarifier. Ouais. La perte d'1 million, elle se ferait sur 10 millions de trésorerie actuelle. Donc, le ratio n'est pas dingue. Enfin, elle peut passer la crise, mais il nous demande encore de faire des efforts alors qu'on a déjà quand même concédé, respecté les règles. Donc, pour le moment, on a déjà beaucoup perdu.
On sait qu'on va avoir un APLD à la fin de notre chômage partiel parce qu'ils ne vont pas se passer de cette aide de l'État. Mais on a peur qu'ils, justement, veuillent nous enlever tous nos acquis, voire nous passent de 38h30 à 35 heures, ce qui ne sera pas accepté en APC. On ne va pas signer ça. C'est une perte de 11% de notre salaire. On ne peut pas... Ouais, c'est trop. C'est trop, c'est ce que je disais, oui. Mais là, ils sont en train de tout optimiser. C'est l'optimisation sociale. On optimise. Là, c'est pas fiscal, c'est social. On prend toutes les règles, on les optimise. Une petite parenthèse par rapport à ce que vous dites, Cécile, et qui nous tient à cœur, nous, en tant qu'experts, c'est le partage de l'information et le diagnostic partagé. Donc, il faut être bien clair sur la trésorerie. Comme vous l'avez dit, 1 million de pertes sur 10 millions, ça ne change rien. Après, aujourd'hui, ça a été demandé en juillet et on a eu ce retour. On a demandé une expertise comptable, ce qui est un droit vis-à-vis des élus. Donc, ils ont été obligés de nous fournir les différents chiffres, ce qui nous a permis d'analyser du coup et de voir la situation financière de l'entreprise avec l'aide d'un cabinet d'experts comptables. Donc, ça a été mal pris, mais on est arrivé au bout. On a eu le retour vendredi dernier. La discussion devrait se faire prochainement, mais c'est vrai qu'on ne sait pas trop sur quoi on peut discuter parce que les acquis qu'on a, ils n'ont pas besoin d'un APC pour nous les rogner parce que c'est du supralégal. Donc, on a un peu peur de ce qui va nous être demandé comme concession, quoi. Eh ben, oui. Ben, il faut discuter, il faut négocier. L'expert a objectivé un certain nombre d'informations. C'est ça le dialogue social. Le dialogue social, ce n'est pas un concept dans les... C'est de l'information partagée, du diagnostic, c'est de la concertation, c'est de la négociation. Alors la négociation, elle peut être classique ou elle peut être plus intégrative, mais c'est ça le dialogue social. Et donc il faut discuter et puis voir l'impact des décisions sur, là, en l'occurrence, le compte de résultats des prochaines années. Vous voyez, il faut l'objectiver. On fait ça, ça amène quoi? Simplement, ça amène quoi comme économie? Chiffrez-nous les économies liées à toutes les décisions et quel est l'impact sur la structure financière de l'entreprise? Est-ce que c'est vraiment important ou pas? Ok. Et juste le dernier point qui nous a été dit, si jamais ça peut en intéresser d'autres, c'est que normalement, chaque effort demandé doit être partagé entre les salariés et la direction. On n'est pas censé être les seuls à trinquer, ça fait partie du code du travail. Et ça, je ne sais pas trop comment le faire passer à la direction, mais bon, voilà, ça fait partie des choses... C'est la logique des efforts. D'une certaine manière, tout le monde fait des efforts. C'est un effort collectif et un effort collectif qui n'exclut pas ou qui ne dispense pas, en tout cas, la direction générale de faire aussi des efforts, des concessions en termes de rémunération sur un certain nombre d'avantages dont elle peut disposer et qui permet finalement de montrer que, entre guillemets, on est tous sur le même bateau et que l'objectif, c'est de préserver de l'emploi et de passer une passe difficile. Et voilà comment ça peut être, un peu amené sur le mode de l'effort collectif. Est-ce qu'il y a des éléments de contrainte d'ailleurs, ou est-ce que c'est plus une incitation? Est-ce que c'est plus l'esprit de la loi, entre guillemets? C'est plus l'esprit de la loi. Il n'y a pas d'obligation en la matière. Dommage. Oui, il n'y a pas d'obligation. Là, il y a un élément important, Cécile, c'est la communication vis-à-vis des salariés. Si vous signez pas, en tous les cas, il y a de l'explication et il y a la nécessité pour vous de communiquer auprès des salariés. Ça, c'est un élément important aujourd'hui, la communication. Vous voyez bien comment ça se joue même à tout niveau. Mais vis-à-vis des salariés, c'est important de bien communiquer, de leur expliquer les enjeux. C'est ça qui va donner du sens. Et c'est ça éventuellement où ça peut mobiliser aussi, si ça va vraiment trop loin, etc. Ok. Merci Cécile. Merci beaucoup. Alors, on a eu pas mal de questions du coup en chat. Oula. Alors, on a Zouer qui est en train de nous partager son écran. C'est pas forcément c'est pas le but. Je comprends pas bien. Hop là. On va arrêter ça. Voilà. Pardon. Heureusement que tu es avec nous. Zouer, est-ce que vous pouvez saisir votre partage d'écran? Merci beaucoup. On avait Patrick tout à l'heure qui demandait les accords GPEC peuvent-ils prévoir une renonciation de l'entreprise à recourir à un PSE? Vas-y, Pierrot.
par principe, j'allais dire, dans un accord, on peut négocier ce qu'on souhaite. Donc, dans un accord GPEC, alors après, si on renonce à des PSE, si la direction renonce à des PSE, il y a peut-être ça veut dire peut-être qu'il y a des modalités de réduire les effectifs autrement dans l'accord, quoi. Bah oui, c'est-à-dire que les accords de GPEC, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sont des accords, ou GEPP d'ailleurs, sont des accords qui visent justement à faire l'économie de PSE et à organiser, j'allais dire, de façon anticipée et de façon, j'allais dire, la plus douce possible, une évolution de l'emploi. Enfin, ça peut concourir à ça. Donc, effectivement, généralement, lorsqu'il y a ce type d'accord, il n'y a pas de PSE en perspective, mais on voit, là, on intervient actuellement dans une entreprise qui avait un accord justement de GPEC, de gestion, j'allais dire, anticipée et soft, entre guillemets, des emplois, qui s'est mis néanmoins à mettre en place un PSE. Alors, moi, je fais un peu de provoque là. Si dans un accord de GPEC, je m'engage à pas de faire de PSE, c'est que l'accord de GPEC lui-même est un accord de PSE éventuellement, tu vois. Bah oui, c'est une modalité de gestion de l'emploi et de gestion, j'allais dire, plutôt à la baisse de l'emploi. On avait Lionel qui demandait, en cas d'accord de rupture conventionnelle collective ou de PDV, la mise en place de ces accords en CSE ou CSE central doit-il se faire en présentiel ou distanciel? C'est une bonne question. Oui, vas-y, Pierrot. Si je comprends bien la question, c'est est-ce que finalement la consultation qui peut avoir lieu au niveau du CSE concernant ces deux modalités nécessite de fait nécessairement le présentiel. Ma réponse est non. Non, tout ça la consultation peut tout à fait être faite en distanciel par outil informatique. Voilà. Puis après, la préconisation, c'est quand même sur des étapes importantes. Je pense que le présentiel est. Enfin, moi, je suis un partisan du présentiel quand même. Hein. Enfin, si on peut, il faut oui, il faut privilégier le présentiel. Alors, on a Mathias qui est élu du CSE de RTE. Qui nous dit RTE a lancé un projet d'entreprise il y a 2 ans devant se terminer en 2025. Ce projet de réorganisation impacte 50% des salariés en modifiant leurs activités et métiers et près de 25% dans une mobilité géographique. Dans les instances de négociation, la direction admet un plan social d'entreprise déguisé dont les salariés seront la variable d'ajustement. Qu'est-ce qui protège un salarié devant des choix imposés par l'entreprise ? Donc, en l'occurrence, la modification du métier, du lieu géographique, des horaires de travail, etc. Et quelle est la notion de modification du contrat de travail à prendre en compte? Ouais, Mathieu, j'ai pas compris le début. Ça s'inscrit dans le cadre d'un accord au début, c'est ça? Alors, c'est un projet d'entreprise. D'accord. Voilà. Ok. Ouais. Devant se terminer en 2025. Ok, tu compléteras. Donc, c'est une réorganisation. Il y a un point important et la personne en parle, c'est la modification substantielle du contrat de travail. Dès l'instant où il y a une modification substantielle du contrat de travail, et potentiellement s'il y en a plus de 10, ça doit s'inscrire dans le cadre d'un PSE. C'est susceptible de donner lieu à des licenciements. Voilà, et la modification substantielle du contrat de travail, par exemple au niveau géographique, c'est je sors d'une zone d'emploi, hein, on me propose d'aller travailler dans une autre zone d'emploi, ça c'est une modification substantielle du contrat de travail. C'est-à-dire que si là je suis à Lyon, si on me dit de passer de Lyon Est à Lyon Ouest, bon, bah, on est toujours dans la même zone d'emploi. Si on me dit d'aller travailler à Saint-Étienne, pour ceux qui sont de la région, là ça va être une modification substantielle de mon contrat de travail. Donc je peux être refusé et à ce moment-là être licencié économique. Ça c'est sur le géographique. Ensuite, ça peut être une modification de métier. Alors ça aussi, c'est une modification substantielle du contrat de travail. Si je suis informaticien et qu'on me demande de faire du commercial, ça fait l'objet d'une modification substantielle du contrat de travail. Et à ce moment-là,
ça peut générer un licenciement économique. Et les licenciements économiques, ça se traite dans des règles prévues par le Code du travail. Si effectivement, ce qu'on comprend, c'est que c'est quand même un projet là de grande ampleur qui concernerait plus de 10 salariés, on est effectivement en face de quelque chose qui s'apparente à un PSE qui ne dirait pas son nom, enfin, qui pourrait ne pas dire son nom, et auquel cas, non, effectivement, il faut rentrer dans les clous et se soumettre à la procédure et aux obligations du PSE. Si la direction veut engager ce type de réorganisation, ça peut se faire, tu me corriges Pierre, à travers un accord de performance collective, ça pourrait se faire, à condition bien évidemment que cet accord soit validé par les organisations syndicales. Voilà. Et pour compléter, à condition aussi que l'accord de performance collective ne vise pas à contourner un PSE, c'est-à-dire que sa velléité première soit bien le maintien de l'emploi et que les suppressions d'emplois qui seraient amenées à être faites dans le cadre de cet accord de performance collective soient finalement pas recherchées en tant que telles. Bonjour, excusez-moi, Guillaume Cazot, je suis donc avec Mathias, on est dans le même cas. Et donc, en l'occurrence, nous travaillons en 3-8 en fait. Donc, et notre activité, l'activité qui se fait en 3-8 à Toulouse, pour nous, disparaît de Toulouse en fait. Tout va partir à Nantes. Donc, si on veut faire le même emploi, il faut qu'on parte à Nantes. Mais dans notre cas, il y aura plusieurs cas dans l'équipe, mais en l'occurrence, dans notre cas, nous, on restera sur Toulouse et donc on va perdre nos rémunérations annexes ainsi que nos horaires de nuit et nos horaires discontinus. Ouais, ça c'est une bonne question. En tous les cas, le changement géographique, c'est une modification substantielle du contrat de travail. Là, il n'y a pas photo, on est bien d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on vous propose si vous n'allez pas à Nantes? Alors, pour l'instant, on nous propose pas grand-chose, puisque ce projet, en fait, on sait qu'il y a des postes qui vont rester sur Toulouse. Ils se sont engagés à conserver le bassin d'emploi en termes numériquement, mais la photographie ne sera pas la même. Nous, en l'occurrence, on a des postes de cadres et il y aura beaucoup de postes dans des niveaux inférieurs à l'avenir. Donc, on va se retrouver dans des postes où on va nous proposer, on ne sait pas, de faire autre chose, mais en tout cas, déjà en premier lieu, de nous changer nos horaires de travail. Alors, nous, on se dit que, par exemple, si on prend le problème à l'envers, demander à quelqu'un de travailler la nuit alors qu'il travaillait le jour, ça nous semble être une modification du contrat de travail. Et dans notre cas, du coup, aussi. C'est un mode de vie, au final. Il nous va bien comme ça, quoi. Ouais. Et ça concerne combien de personnes? On propose ces changements à combien de personnes? Là, en l'occurrence, notre service compte 35 personnes. Donc, ces 35 personnes vont voir leur activité disparaître de Toulouse. Soit dès aujourd'hui, ils sont en train d'essayer de faire des plans avec beaucoup pour avoir des postes à l'issue, voire même d'en faire partir avant. Pour notamment laisser la place à d'autres qui auront des contrats pour partir à Nantes, eux, et donc essayer d'en avoir le moins possible à gérer à la fin. Mais ils en auront quand même au moins une trentaine, et ça ne concerne pas que Toulouse, ça concerne donc plusieurs régions, et donc ça fait quand même beaucoup de monde qui va rester sur le carreau. Ouais. Oui, là on voit bien que c'est la question du cadre, dans quel cadre on s'inscrit et quelles sont les règles claires pour tout le monde. Et si je veux même aller à Nantes, est-ce qu'on m'aide dans mon déménagement, etc., etc. Vous voyez, il y a même des possibilités encourageantes pour favoriser la mobilité. Mais si je ne me déplace pas, qu'est-ce qui m'arrive? Il faut que ça soit clair. Ça. Là, la question, c'est que ce n'est pas clair de la part de votre direction. On est quand même dans une entreprise des IEG. On est très protégé et on n'aura pas, il n'y a pas dans l'entreprise de mobilité forcée. Oui, d'accord. Okay. Oui, là, c'est un monde à part. Ouais, effectivement, vous n'avez pas de CSE. À part. Ouais, donc on ne peut pas même vous imposer de bouger. Oui, là c'est très différent. Ouais. Mais bon,
admettons, c'est très différent, ok, ça n'empêche pas, vous pouvez proposer d'être clair, quoi, et de faire des scénarios, d'établir des règles, voilà, enfin, qui doivent exister en partie au sein de votre entreprise, mais sur cette question-là, d'éclaircir encore plus et d'accompagner encore plus. C'est bon pour vous? Oui, Alors, on aura éventuellement d'autres questions à poser peut-être en direct ou parce que finalement c'est très vaste quand même comme sujet et on ne veut pas monopoliser toute la... Et puis le monde des IEG, etc. est quand même très très particulier. Hein. Est-ce que je peux poser une question? C'est Claude Corominas. allez-y, Claude. J'ai essayé de l'envoyer par écrit, mais ce n'est pas parti. Nous devons valider le 14 un PSE. Dans ce PSE, il y a des majorations qui sont liées, donc pour les salariés qui sont licenciés, il y a des majorations qui sont liées à l'âge. Donc, il y a des tranches d'âge de 35 à 55 ans, de 55 ans à 62 ans, et il y a 3 500 ou 5 000 euros qui sont versés en majoration pour les départs. Il se trouve qu'ils ont mis une réserve pour les gens de plus de 62 ans. Donc, cette réserve dit que les salariés de plus de 62 ans devront obligatoirement, pour pouvoir toucher leurs 5 000 euros, devront obligatoirement être éligibles au CSP. Sinon, ils ne toucheront rien. Ce qui veut dire que tous les salariés qui sont en droit de toucher leur retraite, mais qui ne l'ont pas demandé, ne toucheront rien. Les plus anciens vont partir avec rien, alors que les autres partiront avec 5 000 euros. Pour moi, ça touche à l'égalité de traitement et c'est discriminatoire parce que les personnes de plus de 62 ans n'ont pas demandé à être licenciées, n'ont pas demandé à avoir 62, 63, 64 ans et n'ont pas demandé à ne rien avoir. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Ok. Alors, Claude, une petite précision. Tu nous dis majoration liée à l'âge. Majoration, c'est la majoration de l'ensemble des mesures ou là, on parle de la supralégale? C'est de l'indemnité complémentaire. Oui, donc c'est une indemnité additionnelle, complémentaire. Donc, il y aura un traitement différencié selon l'âge. Et ils considèrent qu'à 62 ans, les gens sont en âge de partir à la retraite, ce qui est faux, hein, parce que qui n'est pas automatique et qui n'est pas obligatoire en tous les cas. Donc, effectivement, moi, je dirais qu'il y a un traitement différent selon l'âge et c'est discriminant. Pierre, t'en penses quoi? Oui, je suis d'accord avec toi. Et les PSE, normalement, doivent respecter l'égalité de traitement. Oui, absolument. Non, c'est pas acceptable, ça. Mais là, il ne faut pas... Ouais. De toute façon, l'indemnité additionnelle, c'est 5 000 euros par personne? Oui. Donc, ils perdent 5 000 euros, mais du coup, ils perdent également une indemnité qui est donnée pour les couples qui sont licenciés, parce qu'il y a beaucoup de couples dans l'entreprise. Et donc, ils ont mis une indemnité complémentaire pour les couples de 2 000 euros. Ça veut dire que ces personnes de plus de 62 ans perdent les 5 000 et les 2 000. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Non, mais c'est pas... Pour moi, c'est pas correct. Ouais. Et comment on fait pour lutter contre ça? À partir du moment où le délégué syndical souhaite signer, comment on fait? Ah, voilà, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que vous voulez signer un accord ou pas? Ah ben, c'est nos délégués qui vont signer. Si les délégués majoritaires signent, on ne peut pas le contester. Alors, vous pouvez toujours alerter quand même la directe qui, j'allais dire, sur n'importe quelle mesure discriminatoire, évidemment, est particulièrement sensible. Quelle que soit la mesure envisagée dans le cadre du plan social. Hein. Et quand bien même il y aurait un accord qui aurait été trouvé avec les organisations syndicales, la directe, elle reste gardienne, c'est-à-dire de cette garantie qu'il n'y ait pas de mesures discriminatoires. D'accord. Vous pouvez l'alerter utilement. Pour que l'alerter, c'est aussi l'alerter en mettant dans la boucle, j'allais dire, la direction de l'entreprise, pour que aussi la direction de l'entreprise soit sensibilisée à ça et soit aussi informée du fait que la directe est sollicitée sur ces problématiques de discrimination. Très bien, merci. On va reprendre l'ordre. Juste, peut-être effectivement que ceux qui ont posé des questions en chat peuvent les poser à l'oral. Il y avait François Poitvin
qui demandait, qui dit dans notre secteur, les entreprises du voyage, l'APLD est en cours de négociation avec les organisations syndicales. A priori, le maintien de l'emploi n'est pas encore complètement décidé. Avez-vous des informations complémentaires? François, est-ce que vous voulez éventuellement préciser? François, est-ce que vous êtes là, François? Oui, je suis là. Vous m'entendez? Ouais, vous Oui. parlez d'accord de branche ou entreprise Oui, là? accord de branche. Ah, d'accord. Et oui. Et la direction qui fait partie qui a accès à ces négociations nous dit que pour l'instant, le maintien de l'emploi n'est pas encore assuré. Du coup, on trouve ça un peu bizarre en fait que le maintien de l'emploi n'est pas encore confirmé, puisque c'est un peu le principe de la PLD. Absolument. C'est l'esprit de la PLD, c'est on signe un accord d'APLD et en parallèle de ça, on maintient l'emploi, d'accord? Oui. Hein, alors après, on peut le cibler, même la PLD au sein d'une entreprise, selon les métiers. Donc, vous voyez, il y a tout un tas de… Et puis, si vraiment les conditions changent, parce que l'accord, il est quand même revu, s'il y avait des conditions exceptionnelles, je pense qu'on peut sortir de la PLD, faire un PSE. Donc, dire oui, il n'y a pas de maintien de l'emploi, c'est contre-productif de la part d'une direction, quoi. Enfin, en fait, ce qu'il nous dit, c'est comme nous, on est dans un secteur en très grosse difficulté. Je pense que donc, on fait partie de quelque chose qui est un peu à part des autres. Et c'est comme ça qu'ils nous le vendent un petit peu. C'est-à-dire que… Oui, bah, vous avez peut-être des accords qui… Oui, il peut y avoir un plan de relance, il peut y avoir des mesures aussi particulières pour soutenir le secteur. Donc… Mais clairement, l'APLD, l'esprit de l'APLD, enfin le dispositif est prévu pour maintenir l'emploi, pour préserver l'emploi. Bah oui, sinon c'est contradictoire, quoi. Sinon, il y a d'autres véhicules, encore une fois, hein, il y a d'autres leviers qui peuvent être actionnés pour au besoin, réorganiser et supprimer des emplois à la clé. Et du coup, s'il y a bien le maintien de l'emploi dans l'APLD, mais qu'au final, dans le cours des 2 ans, ils considèrent que ce n'est pas suffisant et qu'il faut faire un PSE. Ils vont donc arrêter l'APLD en cours de route et faire un PSE éventuellement. Est-ce qu'ils peuvent avoir éventuellement des indemnités de l'État à rembourser dans ce cas-là? Oui, on pourrait imaginer, vous avez raison, on pourrait imaginer qu'ils aient des pénalités à rembourser. Mais s'ils le font, c'est que vraiment, enfin, on peut imaginer aussi que les conditions soient vraiment dramatiques, qu'il n'y ait pas de reprise de l'activité dans 2 ans, etc. Alors, on peut tous faire des scénarios catastrophes, hein, et tous se faire peur. Après, la PLD, justement, est là pour faire face à cette période d'incertitude et à être solidaire pour maintenir l'emploi. Après, et même vous, de toute façon, même en tant que représentant des salariés, si… selon les conditions, vous verrez, vous direz, ben oui, la PLD n'est plus suffisant éventuellement. Alors nous, on est dans un secteur catastrophique, on est dans une situation catastrophique. Donc nous, en tant qu'élu CSE, je suis aussi délégué syndical, c'est très très compliqué. Oui. Non, mais il faut tenir avec la PLD. Si on veut être un peu positif, parce que dans cette période, on en discutait avec Pierre, où on n'amplifie que les informations négatives, on ne sait pas ce que dès qu'on va en sortir, on ne sait pas le niveau de reprise que ça va avoir, hein, éventuellement. Hein. Oui. Donc, on peut imaginer que ça soit très porteur. Alors, certains vont dire le monde a changé, etc. OK, on va voir. Et la reprise économique peut être là, la sortie de la crise sanitaire. Hein. Ouais, mais les voyages d'affaires, c'est le voyage d'affaires. Ouais. Oui, c'est dramatique. Oui. Ben, de toute façon, voilà. Zoom nous fait du mal. Oui, non, mais il y a une dimension conjoncturelle et structurelle. Ouais, il y en aura peut-être moins, effectivement. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des habitudes qui ont changé aussi. Des outils qui ont été développés, une familiarité qui a été trouvée. Après, je ne sais pas, c'est les voyages par avion aussi qui ont une très mauvaise image aujourd'hui. Bon, on va voir tout ça, quoi. Merci beaucoup. De rien. On a Samia, à qui je vais demander éventuellement de réactiver son micro, qui décrivait une situation en chat assez compliquée. Hop, Samia, est-ce que vous êtes là? Bonjour Samia. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Très bien. Oui, bon, parfait, merci. Eh bien oui, une petite question concernant une entreprise de moins de 50 salariés. Je crois qu'ils sont entre 40 et en tout cas moins de 50. Il y a l'APLD qui a été mise en place en septembre. L'employeur voulait mettre l'APLD et l'APC en même temps. Donc la directe leur a dit que c'était impossible. Donc bon, ils ont mis en place l'APLD. Depuis fin novembre, ils harcèlent particulièrement le PDG, harcèlent
les membres CSE, particulièrement le DS, pour que soit signé l'APC qu'il propose. Sauf que, évidemment, il lui a été demandé des chiffres et puis essayer de comprendre pourquoi il se hâtait autant. Ouais. Et sauf que c'est un monsieur qui estime que personne n'est assez intelligent pour comprendre, donc il ne veut donner aucun chiffre. Vu que ça s'est un peu envenimé et que les représentants ont dit qu'il n'était pas possible de signer quoi que ce soit sans comprendre quel était le but final, puisqu'il n'y avait pas encore pas de difficultés vraiment connues, même s'ils ont perdu un ou deux clients, ok, mais bon. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où l'employeur en fait a contacté tous les salariés pour mettre à dos tous les mandatés, en expliquant que les mandatés voulaient faire en sorte, en gros, que l'entreprise coule, puisqu'ils refusaient de signer l'APC, mais tout en sachant évidemment que les pauvres mandatés n'ont aucune information sur laquelle se baser. La directe a été contactée, celle-ci, au niveau de l'APC, ne peut pas du tout intervenir, comme on le sait, donc bon, pour l'instant, elle laisse un petit peu couler, mais en disant qu'il faut essayer en effet d'obtenir des chiffres, ce qu'on sait. Mais depuis, l'employeur indique que s'il n'y a pas de signature du DS, en sachant que le DS qui était là encore en novembre a démissionné, il n'en peut plus. Donc quelqu'un d'autre l'a remplacé, mais je pense qu'il ne va pas être bien long à démissionner aussi, parce que c'est vraiment au quotidien, c'est très, très, très difficile à supporter. Donc aujourd'hui, le chantage qui est mis en place, c'est où vous signez l'APC, ou de toute façon, j'indique à tous les salariés, et je prendrai la décision, de mettre en place un PSE. L'autre difficulté, c'est que vu qu'il a mis tout le monde un petit peu dans sa poche, puisqu'il diffuse comme il souhaite l'information auprès des salariés, il a tout simplement indiqué que les mandatés, en gros, avaient menti aux salariés et qu'ils n'avaient pas présenté les chiffres que lui-même a présenté. Enfin, je ne sais pas ce qu'il a présenté, mais bon, en tout cas, en rassurant les salariés et en expliquant que son seul souhait était de maintenir l'emploi et surtout pas de licencier. Donc voilà, il y a deux versions. Il y a une façade salariée, une version mandatée avec la pression du PSE au bout s'il n'y a pas de signature de l'APC. Voilà, donc là, c'est vrai que c'est une situation, on ne sait plus trop quoi faire. Parce que... Oui, c'est très complexe. Et là, vous dites, on est dans une entreprise de moins de 50 salariés. Oui, moins de 50. Vous voyez, là c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas d'instance représentée. C'est assez individuel comme type de relation. Donc, ça renforce les difficultés. Après, qu'est-ce que vous voulez faire dans une situation comme ça? Enfin, moi, c'est mon avis personnel. À ce moment-là, il n'y a qu'à faire un vote auprès de l'ensemble des salariés. S'il veut faire passer son APC, il le fait voter. Il verra s'il rencontre une majorité ou pas. Ce qu'on peut dire, et ce qui est assez manifeste, c'est qu'il y a quand même un détournement de l'APC de manière claire, puisqu'il met dans la balance un PSE au cas où l'APC ne serait pas signé, alors que l'APC, la raison d'être de l'APC, quoi qu'on en pense, c'est d'éviter les suppressions d'emplois, c'est d'éviter les licenciements. Là, mettre dans la balance soit l'APC, soit des suppressions d'emplois dans le cadre d'un PSE, c'est détourner la raison d'être de l'APC. Et ça, c'est clairement répréhensible au regard de la loi et au regard de ce que le dispositif légal prévoit pour l'APC. Okay. Donc, c'est quelque chose sur laquelle il faut évidemment alerter la directe. Alors, vous me direz, c'est une alerte de plus donnée à la directe, faite auprès de la directe. Mais là, si il a eu, j'allais dire, dans toutes ces démarches qui sont assez audacieuses de la part de cet employeur, s'il a eu la bêtise d'écrire des choses, d'apporter des choses un peu écrites, c'est important de les produire auprès de la directe pour montrer, j'allais dire, le détournement qui est à l'œuvre. Alors moi, pour terminer, moi j'ai accompagné une équipe dans le cadre d'un accord d'APC sur une petite entreprise comme ça, d'un peu plus de 50, avec un patron extrêmement
extrêmement directif, pour employer un mot politiquement correct. Il y a eu un accord d'APC qui a été signé d'ailleurs, et un quart des effectifs sont partis à cette occasion-là. On était avant la crise, il y avait des opportunités d'emploi, et il a perdu un quart de ses effectifs, c'est-à-dire les gens en ont profité pour partir même de cette entreprise au mode de management particulier. Bon, là malheureusement on est en crise, donc il n'y aura pas le choix, mais un APC, il faut se méfier, parce qu'un APC permet à n'importe quel salarié de refuser ce qu'on lui propose, et il part, et il bénéficie, il est licencié, et il peut éventuellement se reclasser, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'APC, dans certaines situations, on peut perdre des gens qui ont des compétences aussi là-dedans, et qui sont employables. Bon, alors aujourd'hui, c'était juste… Oui. Non, mais vous avez raison. Parce qu'en plus, c'est vrai que ce qu'on constate, c'est que certains salariés veulent aussi en profiter, parce que je suis un peu dans le même cas que vous, c'est-à-dire que cet employeur a des techniques managériales très, très douteuses. La directe, la médecine du travail, etc., a déjà été alertée, mais malheureusement, il est presque intouchable, donc il s'en fiche totalement. Mais le marché n'est pas porteur, mais ça peut être une occasion aussi pour certains salariés de partir de ces dictatures entrepreneuriales. C'est ça. Et ça peut être un moyen de s'échapper, quoi, et d'être protégé et d'être un peu sécurisé par Pôle emploi. On arrive à midi. Je suis désolé. Merci. On arrive à la clôture. Merci de votre question. On arrive à la clôture de notre petit échange. Nous sommes toujours à votre disposition. Vous pouvez nous joindre. Je vous redonne notre numéro de téléphone 04 72 56 22 90. N'hésitez pas à aller sur le site syndex.fr. Nos collègues de la communication sont extrêmement créatifs et nous proposent, vous verrez, il y a des replays. Il y a un podcast mensuel qui va être lancé là d'ici la fin du mois et qui a justement trait aux restructurations. Qui s'appelle 127 secondes. Donc, c'est une réponse sur un problème particulier en 127 secondes. Voilà, avec des clés, des astuces, entre guillemets, des outils immédiatement mobilisables dans ces petits supports. Et puis, le replay de ces questions qui est aussi accessible, qui sera accessible sur notre site très, très rapidement. Voilà, merci à tous de votre participation et on espère vous revoir bientôt de visu, quoi. Il y a un nom latin que j'ai oublié. Merci à tous, à bientôt pour un nouveau webinaire. Pardon, est-ce qu'on peut poser une question? Allez, une dernière pour la route. Quand c'est le mieux pour vous joindre au téléphone, c'est ça qu'on veut savoir, parce que nous, on est plusieurs et on aurait pas mal de questions et on n'a pas répondu à nos questions. Est-ce qu'il y aura un moment où on peut vous joindre? Vous pouvez, une manière de procéder, c'est de procéder à l'inverse, c'est-à-dire que vous demandez à ce qu'on vous rappelle, et à ce moment-là, on vous rappellera, et ce sera peut-être plus pratique plutôt que de vous proposer une plage horaire particulière. Alors là, c'est par le mail, c'est le contact, c'est la boîte contact. Exactement, contact @syndex.fr. Vous laissez vos coordonnées pour qu'on vous rappelle et comme ça on pourra échanger et j'allais dire aussi aborder votre situation et votre cas particulier. Je dis d'ailleurs la même chose pour Kira de Flexitech qui a posé des questions. C'est la même boîte. Ah voilà, c'est on est ensemble, c'est pour ça. Vous avez posé plusieurs questions effectivement et malheureusement elles n'ont pas eu le temps de passer. Voilà. Mathieu, tu n'as rien à rajouter? On a dit ce qu'il fallait. On n'a rien oublié? Non, vous avez été très bien, bravo. Merci. Vous pouvez tous rallumer vos micros si vous le souhaitez pour qu'on puisse se dire au revoir. Et puis, on aura, je crois qu'on a un autre webinaire le 12 normalement, ou alors non, c'est peut-être uniquement pour la Bretagne. Mais sinon, voilà, vous pouvez, n'hésitez pas à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait à la newsletter Syndex pour être prévenu justement du replay des nouveaux articles en fait sur notre site. On a une partie notamment qui est consacrée aux questions d'élus, dans laquelle on va probablement utiliser d'ailleurs les vôtres et les réponses de nos intervenants en fait lors de ce webinaire et que vous pourrez retrouver en fait directement sur le site avec un certain nombre d'autres qui ont déjà été posés. Toujours sur syndex.fr, il y a eu déjà aussi quelques webinaires qui ont été
sur les restructurations qui ont déjà eu lieu. Et donc, les replays sont en accès libre, qui étaient animés par Souleymane Ba. Vous pouvez les retrouver en fait dans la partie actu. Voilà, je pense que ça fait déjà beaucoup de choses. Et pour précision, juste le podcast qui s'appelle 127 secondes, donc sera disponible normalement d'ici la fin de la semaine. L'épisode de ce mois-ci portera effectivement sur les restructurations, mais le podcast ne portera pas uniquement sur les restructurations. Il sera disponible chaque mois pour ceux qui le souhaitent, soit directement sur votre ordinateur sur le site syndax.fr, soit vous pourrez vous y abonner sur les plateformes habituelles, iTunes, Spotify et ce genre, Google Podcast et ce genre de choses. Voilà, j'ai parlé un petit peu vite. J'espère que tout le monde va bien, que ça va quand même bien se passer malgré tout. Je vous souhaite une bonne journée et surtout un bon appétit parce qu'il est temps qu'on aille tous déjeuner. Voilà. Merci beaucoup pour tout. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir à tous. Merci. Au revoir à tous. Au revoir. Merci encore. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Il faudrait que tu prévois de la musique, Mathieu, à la fin. C'est vrai, il faut un générique. Vous voulez qu'on chante?